Avec mon vêtement, moi je suis heureuse. Moi c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Je fais de mal à personne. Je n'agresse personne. Je ne critique personne. Je veux du mal à personne. Je leur veux que du bien. J'aime tout le monde. Hein, j'aime tous les gens, même ceux qui m'insultent. Ça m'arrive de les aimer. Je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran il dit pardonne et oublie. Je suis épanouie, je suis heureuse, je vis ma vie normalement comme n'importe quel individu. Je veux dire que bon, ben voilà, j'ai un logement, j'ai des enfants, j'ai un mari, je paye mon loyer, je cotise. Enfin, je suis comme tout le monde, hein. Je porte les caddies des vieilles dames dans le métro, je laisse ma place dans le métro. Mes parents sont pas je suis pas du tout une culture arabe. J'ai pas enfin, on me dit oui, tu mets ça parce que tu es soumise. Je suis pas mariée, donc on peut pas dire que c'est mon mari qui m'a forcée à le mettre. Voilà, je me sens mieux comme ça et puis voilà, je suis très bien dans ma vie comme ça, j'ai aucune pression. Je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités, donc je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. J'ai ouvert moi-même mon entreprise, je suis chef d'entreprise, je m'assume parfaitement et étant donné que je suis le patron, mon niqab ne pose problème à personne, même pas à mes employés. Je suis commerçante, ça veut dire que j'ai affaire à des clients, j'ai affaire à des fournisseurs. Ils m'ont toujours vu en niqab, ils m'ont jamais rien dit. Je suis libre, je fais ce que je veux, je touche à personne, je fais pas de mal aux gens. Mes parents sont athées, ne croient pas en Dieu, donc j'ai reçu aucune éducation religieuse quelle qu'elle soit. J'ai lu le Coran, donc après je me suis convertie, je me suis mis à la prière, tout doucement. Et puis voilà, après de fil en aiguille, je me suis voilée. Il y a un an, je ne me voyais pas porter le niqab, je ne savais même pas ce que c'était, pourquoi elle le portait. Et petit à petit, il y a eu la polémique, donc je m'intéressais, je me suis intéressée, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé avec des femmes qui le portaient. Je suis allée vérifier, je suis allée lire des livres, etc. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, elles ont des raisons, elles sont bien, elles sont saines d'esprit, elles sont pas folles, elles sont pas soumises. Je l'ai porté très jeune, je me suis sentie à l'aise en dessous. J'avais plus l'appréhension d'être jugée pour mon physique. Mon physique, ça y est, ça rentrait plus en jeu sur aucun des rapports que j'avais avec les autres. Et donc, j'ai trop aimé et j'ai jamais voulu l'enlever après. Je me suis prise au jeu. Et c'est pour ça que je le porte depuis si longtemps. C'est peut-être une prison au regard des autres. Mais en réalité, je ne me suis jamais sentie de toute ma vie aussi libre. Certes, elles ne sont pas dans cette espèce d'assimilation qui voudrait que tout le monde se ressemble. Elles veulent être autres. Néanmoins, elles ne veulent pas provoquer une réaction négative. Elles ne veulent pas qu'on pense qu'elles sont fondamentalistes au sens islamiste, parce que c'est faux. Moi, j'ai pas pensé dès le début, avant de le mettre, que je vais avoir des problèmes avec la société. J'ai pas pensé à ça. Elles ne veulent pas s'assimiler au sens organique du terme, mais comme plus personne aujourd'hui dans notre société ne veut s'assimiler, puisque nous sommes dans l'hypermodernité où c'est le règne du choix personnel, c'est du règne où chacun doit exprimer sa différence. Je sais que je choque, mais c'est pas le but. Ça n'a jamais été le but. J'ai décidé de vivre entièrement couverte sous le vêtement et que le vêtement donc prenne toute la place et ne laisse plus part à mon expression, à mon visage, à mon corps, que tout soit masqué, caché sous le vêtement. J'ai donc créé un vêtement de toutes pièces, qui était d'ailleurs un vêtement plutôt inspiré du XVe siècle que de vêtements contemporains. Un vêtement qui ne se composait pas du tout, d'ailleurs, comme les vêtements musulmans que l'on peut croiser, qui n'a pas cette fluidité, qui était très juponné, qui se tenait très très raide. Et j'avais ce grand voile donc qui me cachait le visage. Et malgré ça, malgré tous les indices que j'ai pu donner d'un vêtement qui est une création, qui est un vêtement donc tout à fait extraordinaire, malgré tout cela, ce vêtement a été très souvent pris pour un vêtement musulman.
Quand j'ai commencé mon expérience, on est le 1er juin 2009. Le 1er juin 2009, on ne parle pas plus des femmes voilées que depuis des semaines, voire des mois. Il n'y a pas d'actualité particulière autour de ça. Sauf que, pas de bol, le 15 juin, une commission parlementaire se met en place et tout d'un coup, Nicolas Sarkozy prend la parole pour dire que les femmes voilées ne sont pas les bienvenues sur le sol français. Là, comme ça maintenant, sans niqab, je me sens pas bien. La vérité, je voudrais le remettre. Mais dernièrement, je l'ai remis. Je suis partie à la Croix de Chavaux et c'est rebelote, agression. Non, mais j'en ai vu un. Bien, on est là aujourd'hui pour soutenir la cause des filles, des femmes musulmanes qui portent le voile. Le voile intégral, c'est ça, qui fait polémique en ce moment. Vous voyez comment je suis habillée, pas du tout dans... je monte mes mollets, je monte mes cheveux, je me raidis les cheveux, tout ça. Bon, certes, je me maquille pas, mais bon, voilà. Mais ça change rien, que je peux très bien côtoyer des filles qui portent le voile, hein, même le voile intégral, ça me dérange pas du tout. Je fais partie aussi d'une grande majorité des musulmans en France aussi, qui sont des musulmans que j'appelle du dimanche. Donc voilà, qui font le ramadan mais qui font rien d'autre. Donc voilà, je représente les gens, mais je soutiens vraiment la cause du voile. C'est quand même le président de la France qui déclare, alors qu'il n'a pas spécialement d'ailleurs le droit de le faire, qui déclare que ces femmes-là n'ont rien à faire là. Ce sont des citoyennes françaises, et tout d'un coup on relègue une partie des citoyennes françaises à un rang inférieur, et à la rigueur, même si on pouvait les mettre dehors, on les mettrait dehors. Au sein du gouvernement, il y a l'idée que ces femmes représentent un danger, qui a cette conviction très fortement installée, et que deux, mettre en avant un projet de loi ou une loi pour répondre à cet enjeu, c'est faire une bonne opération politique. Ça flatte l'électorat d'extrême droite, c'est évident. Dans les calculs politiques du pouvoir, ça tombe bien, cette affaire-là. Un visage masqué, cela exprime le refus de l'autre, le refus de vouloir communiquer avec lui, le refus de l'égalité humaine entre deux individus. Sans papier, ouais, mais je crois qu'il y a une faute en fait. Ah, je voulais le prendre sans papier. Il y a un S ou pas? C'est toi qui prends sans papier? Il y a un S à sans papier à la fin. Ce n'est pas une question de protection des femmes contre les violences. Ce n'est pas simplement une question de niqab ou de burqa. C'est une question de rassemblement, de concorde, et ce, contre toutes les tentatives communautaristes qui visent à fragmenter notre société, qui visent à refermer certains sur eux-mêmes et à rejeter les autres. C'est ça. Et je pense un sens que nous partageons tous. Pour dire qu'on est soudés, en tout cas, et qu'on est là, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Même si justement, il y en a qui ont peur de parler ou qui n'ont pas envie, etc. Bah, nous, on essaie de les représenter un peu, sans haine, ni violence, ni cri, ni rien du tout. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on fasse, quoi qu'en soient les conséquences, il est certain que dans notre société, ça révèle un engagement volontaire. On ne nous fera pas croire que c'est une question de soumission, de l'extérieur. Ça peut être ça dans d'autres pays. En France, ce n'est pas le cas, c'est un engagement. La première justification pour dire qu'il faut absolument arrêter ce niqab, etc., c'est la justification féministe. Attention, c'est contre le combat féministe, on s'est battu, entre guillemets, le on impersonnel, mais qui se rapporte à toute la civilisation occidentale, s'opposant à cette espèce d'Orient dégradé, inférieur, islamique et barbare. Donc on s'est battu pour la liberté des femmes, et regardez, ces femmes, elles mettent tout en l'air d'un seul coup par leur attitude. Sauf que lorsqu'on les interroge, on se rend compte quand même, la plupart d'entre elles le font, mais alors vraiment volontairement. Elles sont volontaires de leur volonté, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles font, elles savent pourquoi elles le font, et elles veulent le faire comme ça. C'est
à la limite, une attitude qui peut être féministe. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles vont défendre des positions féministes. Je défends le droit de la femme et de toutes les femmes, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion. Je défends toutes les femmes. Je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis contre le fait qu'on prostitue certaines femmes. En fait, je défends toutes les causes des féministes. La vraie féministe, pour moi, c'est celle qui va défendre les causes et qui, justement, lorsque un homme va lui imposer une certaine tenue vestimentaire, parce que, soi-disant, cela fait partie des normes de la société, eh bien, c'est là qu'on reconnaît la vraie féministe. Non, je ne veux pas être montrée, je ne veux pas que mon corps paraisse, que ce soit un... Si je peux me permettre, c'est peut-être cru, mais que ce soit un vulgaire morceau de chair mis à l'étalage. Quand on se dit féministe, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec certains principes concernant les pensées des hommes. Pas les hommes avec un grand H, non, l'homme, le mâle, le masculin. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc moi, je suis une vraie féministe. Moi, on m'a demandé si j'étais féministe. Là, depuis un mois, c'est une question qui revient régulièrement. J'ai pas envie de répondre que je suis féministe, je suis une femme et ça suffit bien, quoi. Effectivement, le fait d'être une femme, de pouvoir vivre en tant que femme, même sous ce vêtement-là, de refuser, par exemple, de prêter son visage ou son apparence à un autre, je crois que c'est un droit. Être une femme, c'est être une femme épanouie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa spiritualité, c'est être bien dans tout. Elle participe à la société, elle aide la société, elle aide les gens, sur tous les points de vue. C'est ça une femme, une vraie femme. Une vraie femme, c'est une femme qui défend des droits. Pourquoi est-ce que nous ciblons absolument ces femmes? Je crois que c'est aussi lié à notre misogynie. On pense tout le temps que les voisins, ses parents, en savent plus qu'elles et sont susceptibles de la manipuler. Alors qu'au fond, si on observe leur profil, ce sont des femmes qui en général sont éduquées, voire très éduquées, qui lisent, qui ont une vie intellectuelle, j'allais dire, non seulement normale, mais plutôt supérieure à la moyenne, donc théoriquement qui ont la jugeote, qui ont les moyens, qui ont le discernement de pouvoir choisir ce qu'elles veulent. Nous avons auditionné une femme qui portait effectivement le voile intégral et nous constatons bien évidemment que ces femmes sont véritablement, je dirais, des cervelles lavées. Donc je vais avoir bientôt 20 ans et j'ai eu mon bac il y a 2 ans, je suis passée par la fac de médecine. Et là, moi, je me suis à peu près, on va dire, reconvertie. Et là, je suis en initiation d'arabe littéraire. Dans la même classe qu'Asma. Moi, j'ai fait un bac commerce que j'ai passé l'année dernière. Alors, mes parents, ils ne savent pas que je porte le sitar. Ils savent que je porte le djilbab, le grand voile. Surtout que mes parents, c'est vraiment des gens athées qui comprennent, qui n'aiment pas la religion, ma mère, c'est une féministe à 200%. Mon père, ils occupent des postes assez hauts dans la société, architectes, donc c'est des gens très cultivés, qui ont voyagé partout, qui connaissent beaucoup d'hommes politiques, etc. Ils savent que les choix, je les fais pour moi. Ils savent que j'ai un fort caractère et que je sais ce que je veux. Et pour eux, ce qui importe, c'est que je sois heureuse. Donc si je suis heureuse comme ça, même s'ils ont un peu de mal, ça va à l'encontre de leurs principes. Je vous rappelle que dans le droit civil, encore, jusqu'à l'extrême fin des années 80, il y avait encore la supériorité de l'homme sur la femme. On est dans un machisme évident, et moi je l'ai ressorti effectivement plus d'une fois. Et donc alors, soit j'étais une idiote de nana, soit j'étais dans ce cas-là une révoltée qui n'avait rien à faire là, antisociale, tout ce qu'on veut. Bon, bref, je ne suis jamais la femme qu'il faut, c'est-à-dire l'archétype de la femme qu'on attend. Cette inégalité homme-femme est non seulement dans les mœurs en France, mais quelque chose qui caractérise par le droit, contrairement à ce qu'on a dit et contrairement aux leçons de morale qu'on a toujours voulu donner à l'ensemble de l'humanité. C'est vrai que c'est un pays progressif, c'est vrai qu'il y a eu des grands principes, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu une grande tradition de misogynie et que là, elle se manifeste quand même de façon assez singulière, cette tradition de misogynie, parce qu'on pense que, comme on a donné le vote aux femmes en 1946, c'est-à-dire très tard,
On pense qu'elles ne sont pas capables de s'exprimer. Enfin bon, au fond, ce ne sont que des femmes. Hein. Donc après tout, les pauvres, il faut les protéger contre leur propre faiblesse. Hein. C'est ce que remettait déjà en cause Simone de Beauvoir dans La politesse extrême. Prétendre protéger les femmes contre leur propre faiblesse, c'est au fond leur imposer à elles-mêmes l'image de cette faiblesse.